Une étape de plus vers le désengagement des soldats français déployés au Tchad. Prenant acte de la décision des autorités tchadiennes, la France, par le biais d'un communiqué de l'état-major général des armées, a annoncé ce 10 décembre 2024 le retrait de son arsenal militaire. En effet, les avions ont décollé de la base française de N'Djamena après des adieux effectués par les forces militaires tchadiennes. Ils ont ensuite pris la direction de la base aérienne française de Nancy, située dans l'est de la France, comme précisé d'ailleurs par le porte-parole de l'armée française, le colonel Guillaume Vernet. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur le communiqué de l'état-major général des armées français au lendemain justement la dénonciation des accords de coopération militaire par le gouvernement tchadien. Et puis, nous parlerons également du sommet de la dernière chance, pour ne pas dire de la dernière heure. Voilà résumé en quelques termes seulement la 65e assemblée ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO prévue à Abuja le 15 décembre prochain. Au cœur des échanges, le retrait de l'organisation des membres de la Confédération de l'AES de toute urgence, les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent, et ce, avant l'expiration du délai de préavis conformément au règlement intérieur de l'organisation. Cependant, le désaccord persiste en interne sur ce retrait annoncé des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, d'où la principale interrogation de la rédaction centrale ce soir. La CEDEAO peut-elle, dans cette dernière tentative diplomatique, convaincre le Mali, le Niger, mais également le Burkina Faso? Nous tenterons bien sûr de faire le tour de ce sujet avec bien sûr en ligne de mire toutes ces tentatives de médiation portées jusqu'ici par le tandem Diomaye Diakhar Faye, Ousmane Sonko. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. Alors là, ils prennent tout le monde de court. Nous étions plutôt dans l'attente d'un chronogramme de retrait, comme cela s'est fait dans d'autres pays. Mali, Niger, Burkina Faso. Mais finalement, les soldats français commencent à quitter de façon progressive le Tchad. Si on s'en tient bien sûr à un communiqué rendu public ce 10 décembre 2024 par l'état-major général des armées français. Les premiers avions ont décollé depuis la base militaire de N'Djamena pour Nancy. C'est à l'est de la France. Nous reviendrons bien sûr sur ce premier processus de désengagement progressif des soldats français après la dénonciation de l'accord de coopération militaire par les autorités tchadiennes. Et puis en deuxième partie, comme je vous le disais il y a quelques instants seulement, nous reviendrons sur le sommet de la dernière chance, cette dernière tentative diplomatique qui vise notamment à ramener l'AES au sein de la CEDEAO. On s'active du côté de l'Afrique de l'Ouest en prélude à ce sommet qui se tiendra dans quelques jours seulement. Le 15 décembre prochain, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réunissent à l'occasion de la 65e session, ou du moins assemblée ordinaire de la CEDEAO. Les débats seront bien sûr dominés par le retrait de l'AES. En interne, ce retrait en question divise. Nous tenterons de comprendre pourquoi, alors que la médiation sénégalaise tente de jouer son va-tout dans les dernières heures pour ne pas se retrouver, entre autres, dépassée par cette mission assignée justement au tandem Diomaye Faye Sonko. Pour en parler, les consultants permanents de cette émission du Point sur l'actualité sont à mes côtés. Tout d'abord, le premier, André Kistel Fanga. Merci à vous, DP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. C'est un plaisir d'être sur votre plateau et de continuer, n'est-ce pas, à apporter ma petite contribution pour l'édification, pour la conscientisation, pour, n'est-ce pas, l'engagement des peuples africains vers leur souveraineté, vers leur autonomie, vers leur vraie liberté et leur vraie indépendance. Nous serons toujours là au poste pour dire que quand les choses, n'est-ce pas, avancent, on dit ça avance. J'ai fait un tour sur Yaoundé. Et il y a quelques travaux, n'est-ce pas, sur
la route qui a failli tuer Mbargangele, le délégué général à la sécurité nationale. Ça veut dire que le coup de gueule, n'est-ce pas, a finalement produit des effets. On attend justement que les travaux continuent un peu de partout et ailleurs pour que nous puissions véritablement avoir des routes, n'est-ce pas, dignes de ce nom dans notre pays. Donc, merci pour l'invitation, pour ce soir encore, pour ce débat extrêmement important pour nous, qui va permettre encore davantage d'édifier les Africains et le reste du monde sur les sujets dont vous avez bien voulu mettre à l'ordre du jour. Merci à vos côtés également de Patient Parfum d'Homme que nous aurons l'occasion de présenter dans quelques instants seulement. Mais tout d'abord, cette thématique d'accueil avec, bien sûr, ces avions de chasse français basés au Tchad depuis des décennies qui ont donc commencé à décoller de N'Djamena. Ce départ a enclenché le mouvement de retrait de l'armée française du pays après, bien sûr, la résiliation de l'accord de défense par le Tchad, a notamment après la rédaction centrale de For You Media Africa il y a quelques heures seulement. 2 Mirage 2000D accompagnés d'un avion ravitailleur ont décollé peu avant 12h30 GMT selon bien sûr nos sources. Un troisième appareil devait encore décoller. Entre-temps, nous aurons l'occasion d'avoir un peu plus d'informations, mais nous reviendrons dans les détails sur le communiqué de l'état-major général des armées. Bien avant, entre autres, prenons cet élément de la rédaction centrale de For You Media Africa avec la plume Siki Ndoumbe. 2 semaines après que le gouvernement tchadien a décidé de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France, Paris a débuté ce mardi 10 décembre 2024 le retrait de son arsenal militaire. Des avions de chasse Mirage 2000D accompagnés d'un avion ravitailleur ont quitté la capitale tchadienne, ce qui enclenche le retrait progressif des forces françaises du pays. Il faut dire qu'après la décision du gouvernement, une commission chargée de dénoncer cet accord de défense a été mise sur pied. Un accord établi depuis des années, l'année 1970 et revisé en 2019, qui permettait à environ 1 millier de soldats français de stationner sur le sol tchadien. Un tournant décisif dans l'histoire du Tchad, accompagné d'un soutien populaire conséquent. De son côté, Paris a pris acte de cette décision, mais pense à une redéfinition de son dispositif militaire en Afrique. Cette rupture intervient dans un contexte géopolitique très particulier, marqué par des rejets de la présence militaire française en Afrique. Le Tchad suit ainsi les pas du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Le communiqué, bien sûr, de l'état-major général des armées français, ce communiqué rendu public il y a quelques heures seulement, voilà, il est affiché à l'antenne en français et en arabe, selon bien sûr ce qui est mentionné. L'état-major général des armées du Tchad porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que suite à la décision de la dénonciation des accords de coopération avec la France, un début de retrait vient d'être effectué ce jour 10 décembre 2024 par le départ d'une partie des avions de chasse. Ainsi, l'opinion sera informée de toutes les conséquences des retraits jusqu'au départ définitif de cette force. Le porte-parole de l'armée, on parle bien sûr là du porte-parole de l'armée tchadienne, le général de brigade Ganan Issaka Achek. Voilà donc le communiqué rendu public ce jour même. C'est vrai, c'est une nouvelle déjà qui vous réjouissait. On se souvient, il y a quelques jours, vous avez salué la vision du président Mahamat Idriss Déby au lendemain de la dénonciation justement de cet accord militaire avec la France. Ceci dans les coulisses de la visite du côté de Niamey du chef, ou du moins de celui qui était jusque-là considéré comme chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Certains observateurs étaient tout de même dubitatifs sur la démarche de N'Djamena. Certains émettaient clairement des réserves sur le fait que nous n'ayons pas un calendrier de retrait clair et précis, comme ça a été le cas ailleurs, André Kistelfanga. Mais là, j'imagine que ça vous conforte encore un peu plus dans votre position, cette position que vous avez assumée et affichée depuis le départ de l'annonce de la rupture de cet accord de défense et de sécurité. Monsieur Nguéné, nous portons un discours qui est presque divin, pour ne pas dire divin. C'est-à-dire ce que nous disons
Mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et toutes choses ont été faites par la parole. Et c'est cette parole-là que nous portons. Et quand nous affirmons souvent certaines choses, nous voyons les résultats. Et là, je peux encore être fier que grâce à cet acte, les Français eux-mêmes ont pris les devants. Ce n'est plus l'État tchadien qui a donné le calendrier de départ. C'est l'État français lui-même qui a pris la décision de partir. Sans chronogramme de retrait. Sans chronogramme de retrait. Sans rien. Parce que le peuple est debout comme un seul homme. Vous avez vu les marches. France, dégage. Au revoir. France, et je pense que je l'avais dit ici, j'avais déjà dit au revoir à cette France-là. Elle-même, elle a compris qu'il faut partir. Il est temps de partir. Parce que avant que les choses ne dégénèrent, il faut vraiment prendre le large. Et nous ne pouvons qu'être fiers. Et grâce à cette décision de rupture des accords militaires, le peuple tchadien a décidé de faire du général Mahamat maréchal. Dans la foulée. Ah oui. Approuvé par le Parlement. Encore à saluer des deux mains la vaillance de ce peuple qui a compris les enjeux en disant ce que le père Déby a obtenu il y a de cela pendant 30 ans, c'est-à-dire après 30 ans de gouvernance, après 30 ans de travail acharné, il a été fait maréchal. Juste en quelques années de pouvoir, d'exercice, le peuple décide de faire du général Mahamat maréchal. Je salue le maréchal du Tchad. N'est-ce pas un peu précipité, André-Christophe Fanga, comme le pensent certains? Non, non. C'est très juste. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut récompenser cette jeunesse qui travaille en Afrique pour le bien-être de notre continent. C'est pour ça que nous appelons de tous nos voeux à cette jeunesse de prendre leurs responsabilités. Regardez la responsabilité de la jeunesse au niveau du Mali. Assimi Goïta, aujourd'hui général, président de la République, président de transition. Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État. Nous avons, Abdourahmane Tiani, lui, il est déjà quand même à un certain âge, mais vous voyez que grâce à la jeunesse, n'est-ce pas, qui l'accompagne, ça bouge au niveau du Niger. Au Tchad, aujourd'hui, nous voyons cette jeunesse de Mahamad Idriss, n'est-ce pas, qui reçoit les lauriers étant jeune. Et c'est ce que nous demandons, que la jeunesse doit se mettre au travail dès maintenant pour que les lauriers puissent commencer à tomber maintenant. Voilà une belle récompense du peuple grâce à des décisions aussi importantes, c'est-à-dire faire partir les Français après 66 ans de coopération. Et d'ailleurs, les premières choses que la France retire du territoire tchadien, c'est les avions chasseurs. Donc l'armée française avait des avions chasseurs sur le territoire centrafricain, tchadien. Et vous avez les accords. Boko Haram tue 40 militaires. Aucun chasseur français ne se met à la poursuite de Boko Haram. Il a fallu que le chef de l'État lui-même mette en place l'opération Ascanit, se déplace, aille sur le terrain pour bouter hors de son territoire Boko Haram. La France qui avait refusé justement de mettre son service de renseignement au service des autorités tchadiennes au lendemain justement de cette attaque de Boko Haram. Mais que répondre, André-Christophe Fanga, puisque nous l'avons dit, nous l'avons évoqué, il n'y a pas eu de chronogramme de retrait. Que répondre à ceux qui pensent aujourd'hui qu'il s'agirait d'un retrait précipité de la part de la France? Est-ce qu'on pourrait d'une façon ou d'une autre soutenir cette thèse-là? Si oui, quel serait l'agenda, ou du moins caché, ou encore la pertinence de partir de cette façon, sans un chronogramme de retrait conjointement défini par les deux parties? Je pense que la France est en difficulté. La France est dans une posture, une très mauvaise posture. Et la France se prépare à affronter, n'est-ce pas, des pays, ou bien un pays plus puissant, plus fort. Donc il lui faut les hommes, il lui faut le matériel. Parce que, quand ne vous mentez pas, la France, Emmanuel Macron est en train de préparer sa 3e guerre mondiale. Emmanuel Macron est en train de préparer des enjeux de guerre
plus costaud. Donc, ça ne lui sert à rien d'avoir des hommes sur le territoire africain aujourd'hui, alors qu'il est en train de provoquer une troisième guerre mondiale. Donc, il lui faut ces hommes, il lui faut ce matériel, il lui faut tous ces différents éléments, parce que au fur et à mesure qu'il met la pression sur la Fédération de Russie, alors vous voyez que les choses se rapprochent. Parce que si la France est en accord avec Zelensky, lui donnant l'autorité, et d'ailleurs la France est prête à envoyer les hommes, n'est-ce pas, sur le terrain d'opération en Ukraine. Donc vous voyez que ce n'est que normal qu'ils se sentent, n'est-ce pas, dans cette posture-là. Surtout que l'essentiel de son territoire de prédilection en Afrique, c'était le Sahel. Il faut le dire clairement. La base militaire tchadienne n'était que pour des opérations simplement de renforcer, n'est-ce pas, les équipes qui étaient au Sahel, et les équipes de déstabilisation, et non de lutte contre le terrorisme, djihadisme et toute forme de rébellion. Donc, il n'avait pas pour objectif de protéger les États qui étaient frappés par le terrorisme et le djihadisme. Mais ils étaient là pour encadrer leur rébellion, pour encadrer leurs terroristes, pour encadrer leurs djihadistes. Comme ceux de Boko Haram, comme ceux, n'est-ce pas, de Daesh, et l'Azawad et tout le reste. Donc, c'est pour ça que cette base-là n'était pas très utile et servit de déstabilisation, n'est-ce pas, en Afrique centrale. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des ordres en RCA, c'est la base française, n'est-ce pas, du Tchad qui était indexée et qui était à la manœuvre pour justement déstabiliser le RCA et souvent d'autres pays. Donc, vous voyez que ce n'est que normal qu'ils se retrouvent dans cette posture de partir parce que les enjeux ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont déjà perdu l'essentiel du territoire qui faisait, n'est-ce pas, qui leur permettait d'avoir des richesses. Oui. C'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où ils exploitaient l'uranium au Niger, l'or au Mali et au Burkina Faso, sans compter les autres minerais qu'ils utilisaient et ils exploitaient allègrement grâce justement à cette influence, n'est-ce pas, des bases militaires installées sur le territoire. Voilà. Au Gabon, ils ont utilisé et ils ont exploité l'uranium jusqu'à abandonner, n'est-ce pas, cette trou-là d'exploitation jusqu'à ça produire la radioactivité. Même chose en Centrafrique. Ils ont exploité l'uranium là-bas sans que personne n'en dise un mot. Donc vous voyez que véritablement c'est un État pourri, cet État français, c'est un État malsain qu'il faut véritablement réduire, n'est-ce pas, à sa simple expression, c'est-à-dire il faut qu'il fuit. Parce que ça, c'est la débat. Et sachant, voyant la défaite, n'est-ce pas, venir, alors il faut tout faire pour vite partir, pour essayer, n'est-ce pas, de ne pas avoir la honte du siècle. C'est-à-dire qu'ils se sont fait encore botter le derrière, comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme au Niger. Les premiers avions de chasse qui ont donc décollé ce jour même depuis la base militaire française de N'Djamena pour Nancy, en France. La présence de ce détachement ne se justifie plus après la rupture de l'accord de défense dénoncé justement le 28 novembre dernier par les autorités tchadiennes. Selon bien sûr plusieurs sources françaises, jusqu'ici la France procède à la fermeture de ce détachement avec ses avions de chasse de la base aérienne de Kosseyi en N'Djamena. L'armée française prend la décision de retirer justement ces avions, même si dans les commentaires certains téléspectateurs nous demandent de préciser le nombre d'avions de chasse. Et il est vraiment difficile, pour être sincère avec vous, d'avoir le nombre exact d'avions de chasse français présents du côté de N'Djamena, puisque même au niveau des effectifs, on a souvent du mal à avoir le nombre exact justement de soldats déployés, de soldats français déployés. Mais quoi qu'il en soit, le Tchad, jusqu'ici le dernier maillon clé d'ailleurs de la présence militaire française au Sahel, a donc décidé de rompre tout lien de coopération militaire avec cette puissance. Du coup, là on parle du retrait des soldats français, André Kissefanga. Oui. Pour les autorités tchadiennes, c'est quoi la prochaine étape pour sortir de cette thématique d'accueil? Je pense que, M. Nguéné, il faut comprendre une chose qui est simple, c'est l'enjeu que vous voyez, le Tchad s'est résolument tourné vers d'autres partenaires et vers une politique de souveraineté assumée. Et donc, que la France donne un chronogramme, qui ne donne pas un chronogramme, l'essentiel c'est qu'ils partent du territoire tchadien, un point, un trait.
qu'on s'accorde, qu'on ne s'accorde pas et tout sur les modalités de départ, parti, c'est parti. Ils doivent partir. C'est ça l'essentiel. Et je pense que c'est pour ça que le peuple s'est mobilisé. Oui. Les autorités se sont mobilisées. La plus haute autorité de l'État tchadien s'est mis lui-même, n'est-ce pas, au devant de la scène. Donc, nous comprenons aujourd'hui que la France est en train de fuir, n'est-ce pas, ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, il faudra... La commission qui a été mise en place par le président de la République, justement, devait justement arriver à un certain niveau de faire Oui, justement, en plus, l'objectif de la commission, c'était d'étudier toutes les modalités possibles et de définir, de commun accord avec les autorités françaises, un chronogramme de retrait. Monsieur Nguéné. Sauf que là, on prend les devants. Il y a les factures. De cette façon, on prend les devants. Il y a les factures. Quelles factures, André? Il y a beaucoup de factures. Oui. Parce que si on fait le bilan de la coopération, 66 ans après, et qu'on n'a pas tenu le cahier de charges, alors il y a des factures à payer. Il y a des choses à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que, justement, l'État tchadien arrive à donner une facture à la présence française parce que le droit de sol, la location des espaces, tout ce qu'ils ont fait au niveau du Est-ce vraiment encore utile quand on décide de prendre sa souveraineté en main? Mais je pense qu'il faut qu'ils nous payent. Puisqu'on a l'impression que les autorités tchadiennes sont aujourd'hui sur une autre lancée. Monsieur Nguéné, ils ont été locataires chez nous pendant 66 ans. Elles veulent tourner la page de ce sombre passé. On veut tourner la page, mais il faut que la France nous paye d'abord avant de partir. Parce que la France a réclamé de l'argent à certains pays de les avoir colonisés. Et donc, vous ne pouvez pas occuper un territoire pendant 66 ans, un espace, sans compter les dégâts commis, sans compter les exactions de l'armée française. Et vous dites qu'ils partent comme ça? Non. Je pense qu'il faut qu'on les présente la facture de location, parce que c'est une fuite en avant en réalité. Parce que vous ne pouvez pas. Vous savez que dans l'aviation, l'espace aérien est payant. Mais la France faisait comme si le Tchad était un no-man's land où chacun peut entrer et sortir comme il veut, quand il veut. Je pense qu'il faut véritablement que ces points-là puissent être mis à l'ordre du jour pour que la France puisse payer sa dette qu'elle doit aux pays africains et surtout au Tchad actuellement. Merci à vous, André Christelle Fanga. On rappelle bien sûr que Paris déployait jusqu'ici, pour ceux qui veulent les chiffres, même si il ne faut toujours pas se fier à ces chiffres-là. 1000 hommes, 1000 soldats déployés bien sûr du côté de N'Djamena sur plusieurs emprises militaires, un dispositif qui était amené d'ailleurs à se réduire dans ce nouveau cadre de coopération que la France proposait aux pays africains. On parlait de réconfiguration de la présence militaire française en Afrique, précisément au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon ou encore à Djibouti, entre autres. Les assurances avaient d'ailleurs été données par l'envoyé personnel du président français en Afrique, Jean-Marie Bockel. Ça, c'était avant le contre-pied parfait des autorités tchadiennes. Vous nous avez rejoints sur le plateau, Patient Parfendon. Merci à vous, doyen. Bonsoir et bienvenue. Depuis la dénonciation de l'accord de coopération qui lie le Tchad à la France, vous avez affiché une position et vous l'avez assumée jusqu'à la fin. Vous avez exigé, à l'image de ce qui se faisait ailleurs, un chronogramme de retrait des soldats français du Tchad. Aujourd'hui, on n'a pas eu de chronogramme, mais on nous annonce tout de même que ce départ, ce processus de désengagement est déjà effectif. Les premiers avions français ont décollé ce jour même depuis N'Djamena pour Nancy. J'imagine que votre position devrait évoluer, Patient Parfendom? Elle n'a pas beaucoup évolué. En dépit du retrait annoncé déjà des premiers soldats français? Mais le développement que j'ai fait vous explique pourquoi la France ne peut plus tenir financièrement l'entretien d'une quelconque base militaire aussi loin de son espace vital. Il y a aussi la guerre en Ukraine avec les velléités de certains États au niveau de l'OTAN pour déployer des Fox, n'est-ce pas, sur le sol ukrainien, malgré le fait que nous sommes déjà dans l'espace-temps des négociations. Oui. Donc pour vous, c'est le principal argument qui explique le fait qu'on veut quitter rapidement le Tchad, de cette façon, sans chronogramme de retrait? Parce que c'est des amis, eux-mêmes l'ont dit. Ce n'est pas parce qu'on demande leur départ que c'est pas que
ce sont nos ennemis. Bon, le porte-parole officiel du gouvernement tchadien nous a dit que nous, notre rupture n'est pas la même rupture que celle avec la France et le Niger, la France et le Mali, la France et le Burkina. Il a été clair. Donc je ne sais pas pourquoi les gens continuent de rêver sur un truc qui n'a pas tout de sens. Là, je continue de vous dire qu'en Europe aujourd'hui, il y a une tendance d'une aile européenne dont certains faucons européens adeptes du wokisme international qui pensent qu'il faut que l'Europe déploie des forces en Ukraine comme force tampon entre l'ouest de l'Ukraine qui va leur revenir dans leur calcul et le Donbass qui certainement va tomber dans l'escarcelle de la Russie. De plus en plus, cette idée commence à faire son petit chemin, son chemin, quoi. Donc, la France a une armée de 200 000 personnes. Si vous enlevez les forces qui sont en Afrique, là-dedans, il ne lui reste plus grand-chose. Il y a aussi ce qui s'est passé récemment en Syrie, qui va obliger Paris avec leurs bébés terroristes qui sont devenus entre-temps des terroristes, comment dire ça, des modérés, disent-ils. Et là... Mais c'est quand même surprenant, les Occidentaux qui adoubent un coup d'État mené par des groupes armés terroristes et qui condamnent ces coups d'État qui sont menés par des militaires ailleurs, patient par fin d'homme. C'est totalement ahurissant, c'est renversant tout de même. Mais il y a mieux, je crois que c'est en Moldavie, si ça ne m'échappe pas, ou bien en Roumanie, où des élections se sont passées. Il y a un candidat qui arrive en tête. Supposé être proche de la Fédération de Russie. Qu'est-ce qu'on fait? On invalide complètement le processus électoral et on reprogramme l'élection. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils sont, même quand ils sont battus, ils ne s'avouent pas vaincus. Ils redoublent, n'est-ce pas? Ils reviennent à la charge pour tenter de continuer à déstabiliser l'adversaire. Donc moi, ce qui se passe au Tchad, sans chronogramme, ça se comprend très bien, c'est un accord entre amis, et un des amis peut dire je m'en vais, je m'en irai demain, après-demain, sans que ça ne pose problème aux autorités tchadiennes qui, normalement, auraient dû être un peu plus strictes dans ce départ, même un peu plus strict dans les demandes et les quêtes comme celles que Fanga vient de mettre. Mais malheureusement... Mais est-ce que ce n'est pas un regret si les autorités tchadiennes n'ont pas été strictes et qu'elles laissent partir de cette façon l'armée française sans rien en contrepartie? Mais il n'y aura rien, il n'y aura pas de contrepartie. Il ne faut pas beaucoup rêver, il n'y aura pas de contrepartie. Cette armée est obligée de repartir en France parce qu'elle ne peut plus tenir. Elle n'a plus l'AES qui était un peu comme sa pompe à sous pour pouvoir entretenir toutes ces bases militaires. Et là, que ce soit à Dakar, au Sénégal, en N'Djamena, mais surtout aussi en Côte d'Ivoire, ce qui nous a quand même un peu surpris. Vous voyez que les clairons sonnent là-bas pour montrer que Ouattara, lui, c'est un diplomate assez soft qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui arrive au résultat que tous les panafricains espèrent. Donc, nous sommes dans un jeu dupe, dans une manipulation incroyable avec ce qui est en train de se passer. Je crois sincèrement qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on continue à regarder ces choses-là avec beaucoup de sérieux. On nous a vendu la guerre en Ukraine, on nous a vendu les opérations contre l'Iran et contre le Hezbollah, alors que le vrai coup qu'on préparait, c'était la Syrie. Et vous voyez les résultats aujourd'hui. Donc, cela doit nous permettre d'avoir toujours une vision globale des enjeux internationaux et voir quel est le point faible et se préparer à ce que ce point faible peut être touché et créer et bouleverser complètement l'ensemble des pions sur le grand échiquier, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui sur le plan international. Le Tchad, pour moi, n'a pas du tout respecté ni son peuple ni l'Afrique, et ça c'est dommage. Et je peux même penser que Ouattara, lui, a mis un peu plus d'efforts en tentant de nous dire que voilà comment ça va se passer, alors qu'au Tchad, c'est pas du tout ça. Surtout qu'il y a toujours cette guerre au Soudan, violente, qui se passe au niveau du Soudan, et donc les conséquences sur le plan de la stabilité de la géopolitique africaine risquent d'être assez désastreuses. À nous de continuer tout simplement de dire que maintenant que ces forces sont parties, le Tchad va se renouer, va se réconcilier avec elle-même, sans qu'il y ait cet agent gênant qui était bien implanté au cœur de sa capitale, pour permettre une véritable réconciliation entre les Tchadiens et qui va permettre un véritable décollage économique pour l'ensemble de notre continent, surtout la sous-région Afrique centrale. Mais, une fois de plus, les élites aux affaires
en Afrique sont vraiment une véritable curiosité. Quand on regarde M. Fayoulou et M. Katumbi qui se retrouvent en Belgique, à Bruxelles, pour protester contre le projet de constitution. Un problème interne. Oui. Voilà. Alors, vraiment, nous avons la malchance d'hériter cette époque des dirigeants africains, des politiciens africains et de l'opposition, excusez-moi, et surtout ceux qui sont au pouvoir, qui n'ont aucun sens de responsabilité, aucun sens de patriotisme ni de nationalisme. Moi, je ne me fais pas beaucoup d'illusions par rapport à ces gens-là. Je constate tout simplement que, justement, le combat doit continuer à la base, donner les bonnes explications à la jeunesse, donner des éléments de force à cette jeunesse-là pour que demain, après-demain, nous puissions avoir des hégémons en capacité, justement, de reprendre la marche en avant du combat qui nous a été légué par les partis de Mumba, Ruben Nyobé, Kwame Nkrumah et consorts. Merci à vous, patient parfum d'homme. C'est donc acté le retrait des soldats français du Tchad. Les premiers avions de chasse ont décollé ce jour même, ce mardi 10 décembre 2024, depuis la base de N'Djamena pour Nancy. C'est d'ailleurs la principale information de la soirée. Aux côtés de la thématique principale de cette émission du Point sur l'actualité, nous parlons de ce sommet, qualifié de sommet de la dernière chance, dernière tentative diplomatique pour les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se réuniront précisément le 15 décembre prochain. Au cœur des échanges, le retrait de l'organisation des pays membres de la Confédération de l'AES. De toute urgence, les chefs de l'État de la CEDEAO se réunissent, et ce avant l'expiration du délai de préavis conformément au règlement intérieur de l'organisation. Cependant, des désaccords internes persistent aujourd'hui sur ce retrait entre, d'un côté, ceux qui soutiennent mordicus que voilà, c'est fait. Le retrait de l'AES, de la CEDEAO est acté, et d'autres, en retour, comme la médiation sénégalaise qui s'active et qui maintient cette flamme allumée, celle de revenir l'AES au sein de cette organisation pourtant jusqu'ici instrumentalisée et à la solde des puissances étrangères. Nous plantons tout d'abord le décor de cette thématique. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réussiront-ils à convaincre et à ramener au sein de l'institution les pays membres de la Confédération de l'AES? La question est sur toutes les lèvres à l'approche de la 65e Assemblée ordinaire de la CEDEAO, prévue le 15 décembre prochain à Abuja au Nigeria. Une rencontre très attendue pour une organisation qui joue sa survie et sa crédibilité aussi bien sur le plan régional qu'international. Pour le médiateur sénégalais, il est donc urgent, voire impératif de se réunir avant l'expiration du délai prévu par le règlement intérieur de l'institution devant, par la même occasion, acter le retrait définitif du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso. Au sein de l'organisation, des désaccords demeurent cependant entre certains dirigeants qui demandent d'accorder un délai supplémentaire à l'AES afin que cette dernière reconsidère sa position, tandis que d'autres insistent pour achever le processus de sortie de l'organisation. D'où la pertinence de la rencontre d'Abuja, qui est également l'occasion pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye de faire le compte rendu de ses entrevues avec ses homologues de l'AES déterminés à se retirer d'une organisation instrumentalisée par des puissances étrangères. Dans sa démarche, le tandem Diomaye Faye-Ousmane Sonko prône une approche plutôt fondée sur le dialogue. Le président sénégalais ayant appelé à plusieurs reprises à un dialogue constructif entre la CEDEAO et l'AES pour préserver la stabilité régionale. Faut-il plaider pour une dernière tentative diplomatique ou pas au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Les trois pays ont martelé une fois de plus le caractère irréversible de leur décision. Dans un tel contexte, le sommet d'Abuja pourrait redéfinir l'équilibre régional et les relations entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Voilà. André Kistel Fanga, la question est d'ailleurs au cœur du débat ce soir. Faut-il privilégier une dernière tentative diplomatique afin de ramener l'AES au sein de la CEDEAO? Ou alors faut-il prendre acte aujourd'hui de cette décision qualifiée d'irréversible par les chefs d'État du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso? En gros, la CEDEAO peut-elle encore convaincre l'AES avant le 29 janvier 2025? C'est d'ailleurs la date butoir, conformément au règlement intérieur de l'institution. 1 an après le retrait de ces États de l'organisation.
c'est la CEDEAO et ses dirigeants qui pensent encore que c'est encore possible. Les autres ont déjà tourné la page, ils sont déjà à un autre niveau, à une nouvelle dimension. Et je pense que l'Afrique est déjà dans... Ils ont tourné la page, mais les textes de l'organisation sont précis. C'est eux qui sont encore respectueux de leur propre texte. Avant le 29 janvier 2025, tout peut encore arriver entre Christelle Fanga. Mais tout peut se passer entre-temps. C'est vous qui êtes membre, c'est les membres, les sanctions ou bien les textes concernent les membres. Si vous décidez de quitter une association. Si les textes concernent les membres, ça veut dire que le Mali et le Niger sont encore des membres de l'organisation. Ils ont démissionné, ils ont démissionné. Une démission qui ne sera effective qu'au lendemain du 29 janvier 2025. C'est ceux qui pensent que les textes doivent être appliqués pour qu'ils acceptent la démission ou bien, n'est-ce pas, la séparation avec ces trois pays-là. C'est la CEDEAO, ceux qui sont encore dans la CEDEAO, qui espèrent. Mais de l'autre côté, c'est déjà un tournant. Et d'ailleurs, le tandem dont vous avez cité tout à l'heure parle plutôt de, n'est-ce pas, de rapprochement. D'un dialogue constructif. Entre la CEDEAO et l'AES. Oui. Vous croyez et non plus un retour du Mali, du Niger et du Burkina Faso dans la CEDEAO. Un dialogue constructif dans le but de convaincre les chefs d'État de l'AES. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre le langage, n'est-ce pas, des négociateurs, s'il faut les appeler ainsi, n'est-ce pas, du Sénégal. Oui. Il dit, il faut, n'est-ce pas, considérer... Parce que pour eux, c'est déjà acté. Oui. Pour les négociateurs, c'est déjà acté. Et avec les protagonistes, c'est déjà acté que l'AES ne rejoindra plus la CEDEAO. Et donc maintenant, il faut discuter comme deux entités pour le bien-être des populations, n'est-ce pas, qui appartiennent à une même zone géostratégique, géopolitique, etc., etc. Donc, il faut véritablement que les acteurs de la CEDEAO se mettent dans leur tête que c'est terminé, l'AES ne rejoindra plus jamais la CEDEAO. Et d'ailleurs même, il risque d'avoir, n'est-ce pas, d'autres pays qui vont rejoindre l'AES d'ici peu. Je pense qu'il faut véritablement travailler dans ce sens-là pour justement faire comprendre à tous ces chefs bandits, ces acteurs, n'est-ce pas, du chaos, ces acteurs, n'est-ce pas, de cette dislocation de la zone économique, de la zone, n'est-ce pas, CEDEAO, qu'il est temps de changer de paradigme. Mais qu'est-ce qui est bien justement pour cette zone, qu'elle soit économique ou géographique aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest? Qu'est-ce qui est bien pour les peuples de cette partie de l'Afrique? Le fait d'avoir deux institutions sous-régionales ou alors le fait de mettre en avant ce dialogue qui permettrait à chacun de mettre un peu d'eau dans son moulin, André Christelle Fanga, et peut-être pas essayer de convaincre les chefs d'État de l'AES de revenir au sein de la CEDEAO, mais de faire en sorte qu'il y ait, entre autres, tous ces mécanismes de fonctionnement, ou du moins qui permettraient aux deux entités de fonctionner de façon peut-être, entre autres, du moins de cesser de se regarder en chien de faïence. C'est ce que je suis en train de vouloir relever. Guéné, vous avez demandé à Ouattara de changer son plan, n'est-ce pas, de vouloir tuer, n'est-ce pas, les peuples du Niger. Vous avez demandé à M. Talon, n'est-ce pas, de changer son idée, n'est-ce pas, de briser complètement l'économie du Niger. Vous avez demandé à Faure Gnassingbé de changer ses idées, n'est-ce pas, de voir complètement le Mali ou bien le Burkina Faso en lambeaux ou bien en pièces, ou au Ghana, où vous avez demandé à ces gens du Ghana... Il y a un nouveau dirigeant au Ghana désormais. Bon, attendons de voir la réaction. Le président Nana Akufo-Addo s'en va, un nouveau vient d'arriver. Attendons de voir, n'est-ce pas? Il vient juste d'arriver, il n'a pas encore été véritablement... il n'a pas encore pris les rênes du pouvoir, donc... Il a été élu, mais attendons de voir sa réaction ou bien son fonctionnement. Mais nous savons tous que le dirigeant qui partant, n'est-ce pas, était un pro-Occident et qui amenait justement, qui encadrait les terroristes djihadistes de détruire, n'est-ce pas, le Burkina Faso, de mettre en difficulté le Burkina Faso. Donc, vous voyez qu'il y a des dirigeants dans cette CEDEAO qui sont inhumains. Vous allez empêcher à monsieur l'agent de la CIA installé au Nigeria, appelé Tinubu,
de ne pas aller en France signer des contrats. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le cas précis, André Kistel Fanga? Parce que la question revient en permanence. Allons-nous mettre au devant de la scène? Où est la place des peuples, André Kistel Fanga? Allons-nous passer le temps à mettre au devant de la scène les dirigeants qui, eux, vont passer? Ou alors allons-nous mettre au devant de la scène les intérêts de ces organisations qui portent l'idéologie même des peuples de l'Afrique de l'Ouest, André Kistel? Ça me ramène à la question de départ. C'est quoi? Qu'est-ce qui serait bien aujourd'hui pour les peuples de cet espace? Existe. La CEDEAO des peuples existe. La CEDEAO des dirigeants, c'est ça le problème. Et comme c'est eux les décideurs, ils font croire que non, les peuples ne sont plus en accord. La preuve, des gens veulent se déplacer du Mali pour le Sénégal. Il y a un ordre qui est donné pour que tout transporteur ou bien tout passager n'ayant pas certains documents de la CEDEAO ne puisse pas entrer sur le territoire. Mais qui a donné cet ordre-là? Mais finalement, on se rend compte qu'il y a un jeu qui se joue. La CEDEAO des peuples, elle veut fonctionner, elle continue à fonctionner normalement parce que les populations continuent à se côtoyer, continuent à marcher ensemble. Mais le problème, c'est les institutions qui ont été mises en place et les dirigeants actuels qui dirigent ces institutions-là. Surtout la CEDEAO actuelle avec des dirigeants vendus à l'Occident. Des dirigeants marionnettes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On sauve la CEDEAO? Mais on ne sauve rien. La CEDEAO doit être disloquée. Elle doit mourir de sa belle mort. La CEDEAO est déjà même morte de sa belle mort parce que les dirigeants ont accepté, n'est-ce pas, de jouer le jeu de l'Occident. C'est devenu une petite succursale de l'Union européenne ou bien du monde unipolaire. Simplement ça. Le vrai président de la CEDEAO s'appelle Emmanuel Macron. Donc, quand vous avez un président, n'est-ce pas, d'une communauté économique, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle Emmanuel Macron, vous vous attendez à quoi? Qu'ils vont s'entendre avec Assimi Goïta, ils vont s'entendre avec Ibrahim Traoré, ils vont s'entendre avec Abdourahmane Tchani? Non! Et donc, la preuve la plus palpable, c'est ce que le Nigeria a allé faire avec la France, que nous avons vu tous à Mondiovision. Vous comprenez que la CEDEAO actuelle est vendue complètement à la France. Parce que, quand même, le Nigeria, c'est la plus grande puissance, n'est-ce pas? En dehors d'être une puissance africaine, dans cette CEDEAO, c'est la plus grande puissance. Le président en exercice, d'ailleurs. Et le président en exercice. Et donc, quand le président en exercice va se prostituer en France, vous attendez à quoi? N'allez pas vous montrer grossier tout de même, André Kistel Fanga. Allez-y, défi. Qu'est-ce qui est grossier là-dedans? Va faire les lèche-bottes, n'est-ce pas, chez Macron, pour essayer d'obtenir quelques contrats, pour essayer de faire, en fait, ça sera lui maintenant qui sera le, comment dire ça, comment on appelle, le receleur, n'est-ce pas, de tous les vols commis par la France sur le territoire africain. Donc c'est là-bas qu'on va recycler, on va refaire beaucoup de choses à partir du Nigeria. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette CEDEAO doit mourir de sa belle mort parce qu'en réalité, elle n'est plus au service du peuple, elle n'est plus au service de l'idéologie de base qui devait justement permettre au peuple, n'est-ce pas, ouest-africain de libre circulation, échange économique, échange culturel et tous les échanges nécessaires aujourd'hui. Finalement, elle est devenue un frein, n'est-ce pas, à l'épanouissement de ces peuples-là. Donc, elle doit disparaître. Que doit-on faire dans un tel contexte? Patient Parfendom, le retrait de l'AES qui semble aujourd'hui divisé au sein même de l'organisation, deux camps qui s'opposent. Ceux qui estiment qu'il y a de la place pour une autre tentative diplomatique qui pourrait se traduire lors ou du moins qui pourrait se matérialiser lors de cette 65e assemblée ordinaire de la CEDEAO prévue à Abuja le 15 décembre prochain et d'autres qui pensent tout simplement qu'il faudrait prendre en considération le caractère irréversible du retrait de l'AES. Faut-il donner de la place à cette dernière tentative diplomatique? Patient Parfendom? La prise de parole de Kistel Fanga tout à l'heure avait deux moments. Un moment où vraiment il pose la véritable problématique de cette nouvelle réalité entre ces deux entités. Certes, il y a deux entités,
Mais est-ce que, parce qu'il y a deux entités, qu'il n'y aurait plus de possibilité de créer des passerelles entre les deux entités? Les conséquences vont être extrêmement fâcheuses pour les deux entités. Ouais. Parce que là, on voit déjà à quoi ça pourrait ressembler avant même que l'organisation n'acte le retrait de l'AES, entre autres. Voilà, on voit à quoi déjà on pourrait assister. C'est une question qu'il faut traiter avec beaucoup de tact. Il ne faut pas seulement dire comme ça, parce que, bon, écoute, il y a eu le passé qu'on connaît, oui, avec les actions belliqueuses de certains membres de la CEDEAO. Et sans oublier que, comme vous l'avez si bien dit maintenant, même oui, au sein de ce qui semble être la CEDEAO restante, les hommes peuvent changer. Et si ces gens changent, ces hommes changent, ils peuvent adopter une nouvelle attitude, de nouveaux comportements vis-à-vis de l'AES. Oui. Donc, il ne faut pas être, j'allais dire, radical de manière définitive sur la question de cette passerelle à créer entre les deux. Donc, je dis, dans un premier temps, Christelle a posé très bien cette question. Dans un deuxième temps, il est revenu dans nos domaines panafricains qui disent que la CEDEAO est morte. Ce n'est pas nous qui allons décréter de ce plateau la mort de la CEDEAO. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Deuxièmement, il faut aussi lire la géopolitique mondiale. Et c'est très important. Il faut lire ce qui se passe dans le monde. Oui. Est-ce que nous avons intérêt aujourd'hui à un isolement de l'AES? Est-ce que nous avons intérêt? Quand Christelle dit que la CEDEAO, le peuple existe, mais malheureusement, c'est les politiques qui décident. Ce ne sont pas les peuples, c'est les politiques qui décident, Christelle. Et la preuve, vous avez vu vous-même, vous êtes revenu là-dessus avec cette décision du Sénégal de nous accepter. C'est par la suite, les autorités sénégalaises ont... Oui, au niveau de la police des frontières, on a essayé un peu de masquer en disant que... Bon. Mais les témoignages du terrain nous disaient le contraire. Bon, c'est tout dit. Que quand même, c'est les politiques qui décident. Soit ils se rendent compte qu'ils se sont bourrés et ils reviennent un peu pour corriger le tir, mais c'est eux qui décident, ce ne sont pas les peuples qui décident. La preuve, là où nous sommes actuellement, tu ne peux pas prendre ta carte d'identité et dire que tu te rends en Guinée équatoriale, à la frontière on va te refouler, tu le sais pertinemment. Donc voilà les réalités, parce que c'est les politiques qui décident. Donc moi je crois sincèrement que, l'AES doit continuer de consolider, n'est-ce pas, son institution. Oui. La charte de l'Utako Gourma doit se renforcer davantage. L'AES doit même passer à une autre étape. Passer de l'étape de la Confédération qui, à mon sens, ralentit un petit peu la dynamique. Vraiment cette dynamique-là, pour passer à l'étape de fédération. Ça va être d'ailleurs un exemple assez important pour pousser certains à rejoindre l'AES. Vous vous souvenez, le président Barbeau a dit que lui, il est pro-AES, il ne s'en est pas caché. Imaginons que demain, il prenne le pouvoir en 2025. De ce qui s'est passé au Ghana, en 2025, que ce soit Barbeau qui arrive au pouvoir, vous avez une autre réalité des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'AES. Donc il faut avoir cette vision. Il ne faut pas être coupé un cercle là maintenant, c'est terminé. Non, nous sommes des panafricains, nous avons espoir. Nous sommes dans la projection du futur. C'est pour ça que nous travaillons. Donc, nous ne devons pas couper tous les ponts en disant c'est définitif, il n'y a plus rien. Je dis, l'AES a l'obligation de continuer de travailler profondément pour consolider son union. Et la consolidation de cette union ne peut passer que par la fédération. Tout le monde le sait. Et la fédération va gommer beaucoup d'aspérités pour l'instant qui ralentissent encore la marche avant de cette union, mais surtout son caractère attractif vis-à-vis d'autres pays qui veulent les rejoindre. Première chose. Deuxième chose, au sein de la CEDEAO, il faut qu'il y ait une mue qui puisse se faire. Parce qu'il faut retoiletter totalement les tests de la CEDEAO et leur donner un caractère véritablement intégrateur. Parce que ce qui nous parvient par rapport aux gens qui sont sur le terrain sur ces fameux textes-là, elles ne sont pas appliquées comme cela se doit. C'est vrai que la corruption est passée par là, c'est quelque chose de très comment dire ça, introduit dans le corps social de certains de nos fonctionnaires, mais il faut régler cette question-là de telle manière que la CEDEAO, ne soit plus de valeur de l'Occident, comme Fanga le dénonçait tout à l'heure. Deuxièmement, que cette CEDEAO aussi fasse son mea culpa et accepte de collaborer avec l'AES. Est-ce que la collaboration est-elle réellement possible? Parce que là, on a l'impression d'avoir deux organisations sous-régionales totalement antagonistes, qui se regardent en chien de faïence. Oui, mais c'est ce qu'il faut éviter. Il faut qu'on accepte le fait que l'AES a décidé
de se constituer hors CEDEAO. Mais est-ce que les dirigeants ou du moins est-ce que la CEDEAO est dans cette logique d'accepter l'existence même il faut qu'ils fassent un effort d'arriver à accepter cette réalité. D'autant plus que les gens n'ont pas vite oublié. On était au bord de la guerre. Nous étions au bord de la guerre entre ces deux entités. Oui. Bon, donc je crois qu'à ce niveau-là, il faut que les gens fassent des efforts pour le comprendre. Mais maintenant, vraiment créer des passerelles pour que les rapports à la fois économiques, sociaux, culturels et tout ce que vous voulez financer soient des éléments qui vont faciliter les échanges entre justement les peuples dont parle Christelle et les opérateurs qui essaient de produire la croissance dans cet espace-là. Alors, donc pour vous résumer, Patient Parfendom, vous n'êtes pas favorable à un retrait de l'AES, de la CEDEAO, ni à un retour, mais vous êtes favorable à la création de certaines passerelles entre les deux organisations sous-régionales, Patient Parfendom, si on vous résume parfaitement. Oui, parce que couper totalement, les conséquences seront dramatiques, d'ailleurs pour les populations dans les deux espaces, pas seulement pour la CEDEAO, mais aussi au sein de l'AES. Vous ne pouvez pas le faire, c'est-à-dire que c'est même aller à l'encontre de l'idéal panafricain. Mais il faut accepter le fait que les gens ne se sentent plus à l'aise dans un espace qui a failli les tuer et qui ont décidé de se constituer à autre chose. Et cette chose-là doit être reconsidérée avec de nouveaux yeux de la part des dirigeants de la CEDEAO pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Tout à l'heure, Christelle nous parlait des receleurs. Quand vous voyez ce que font les Nigérians, ils ont compris que la France va progressivement dégager de l'espace africain, sur tous les plans, pas seulement sur le plan militaire. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font sur les Français pour qu'il n'y ait pas de choc violent avec eux, et ils sont en train de reprendre toutes les billes de la France. Par exemple, avec cette césure-là qui s'est opérée, si vous êtes un Malien, vous êtes en France, vous voulez envoyer de l'argent chez vous au Mali, vous faites comment? Ça devient très compliqué. Que font les Nigérians? Avec M. Emelou, Tony Onumelu. Il va installer une banque, sa banque, comment vous l'appelez encore? UBA. UBA en France. En France, oui. Sachant qu'elle a aussi une succursale au Mali. Au Mali, ouais. C'est le jackpot qu'ils sont en train de gagner. Mais pour le faire, ils sont obligés de négocier avec Paris. C'est comme ça que ça... Ils sont d'une froideur au niveau du business que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, il faut voir tout ça dans cette globalité-là et comprendre que moi, j'ai vu le Dangote, alors qu'on sait très bien les misères que même les renseignements français ont fait à M. Dangote. Mais il était là. Obligé de collaborer avec... donc parce qu'il faut contenir, parce que the best way to make money, c'est la chose la mieux partagée sur les hommes d'affaires nigériens qui ont cette culture anglo-saxonne, n'est-ce pas, du business. Donc, honnêtement, il ne faut pas vraiment encourager une rupture radicale. Mais en même temps, il faut dire à l'AES que beaucoup de gens attendent beaucoup de l'AES. C'est souvent là où on a une compréhension entre nous sur le plateau. On attend beaucoup. Si l'AES se renforce, resserre davantage son union, non seulement elle va produire de manière qualitative et quantitative des choses extraordinaires, mais en plus elle va agir comme un aimant qui va attirer d'autres, parce qu'on va dire enfin nous avons un nouvel espace de prospérité, de souveraineté, n'est-ce pas, de nationalisme, de quelque chose qui se fait enfin pour le bien des Africains sans qu'on ait besoin d'un quelconque ordre venu d'ailleurs. Donc la protection des intérêts des Africains, ça va aider l'AES, ça va attirer certainement d'autres États à se joindre à eux. Et je crois que c'est ce que les Africains attendent aujourd'hui, que les atermoiements, excusez-moi l'expression, que nous constatons encore au niveau de la structuration et de la construction de cet espace qui nous tient tous à cœur. Voilà, tout en réaffirmant la souveraineté de ces trois pays, le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso, le Sénégal prône pour sa part une approche fondée plutôt sur le dialogue. Récemment, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait appelé à un dialogue constructif entre la CEDEAO et l'AES pour préserver la stabilité. Et vous? Que pensez-vous justement de ce sommet à venir, celui de la CEDEAO? Faut-il donner, du moins, faut-il laisser les dirigeants ouest-africains mener cette dernière manœuvre diplomatique? Ou alors avez-vous l'impression, à l'image d'ailleurs de nos invités, que la décision des autorités maliennes, nigériennes ou encore burkinabé est irréversible et qu'il faudrait, à l'image de l'analyse de Patient Parfendom, laisser tout de même certaines passerelles? Monsieur Sidi,
vous appelez depuis le Bénin. Vous êtes le premier à réagir au Standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Voyou Télévision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs Voyou. Bonsoir à mon très cher ami, journaliste engagé, M. Nguéné, pour la lutte panafricaniste. Merci pour tout. Que Dieu vous le récompense au-delà de vos attentes. Mes respects au doyen patient Parfait Ndom, qui a fait une brillante analyse de la situation. Néanmoins, je vais augmenter. Avant tout propos, permettez-moi, M. Nguéné, de rendre hommage au général Louis-Philippe Oundéo, actuellement en prison en République du Bénin, et de m'incliner devant la mémoire des soldats qui sont tombés encore du côté de Matéri, au nord-ouest du Bénin, où les terroristes ont encore tué nos soldats. Courage, le bout du tunnel n'est pas éloigné. C'est pourquoi je vais profiter pour dire au président Patrice Talon qu'on ne trouve pas une solution solitaire à un problème régional ou international. Le terrorisme, c'est un problème continental, c'est un problème régional. Il faut y trouver une solution régionale. Lorsque Ibrahim Traoré sera en train de faire, sera en train de frapper au Burkina les terroristes, ils vont venir vers nous. Du côté du Niger, ils vont venir vers nous. Au niveau du Togo, ils vont venir vers nous. Il va falloir s'entendre avec les autres pour pouvoir éradiquer ce mal. Car nous en avons marre, nos soldats meurent. Lorsque j'ai fini de dire ça, M. Nguéné, aujourd'hui, le sort des mauvaises herbes, comme le disait l'écrivain congolais Guy Menga, le sort des mauvaises herbes est d'être brûlé. Aujourd'hui, la CEDEAO n'a plus son mot à dire. Nous parlons ici de la souveraineté des peuples. Et c'est la première fois que nous avons des États libres, indépendants dans notre continent, qui s'assument et qui se revendiquent panafricanistes. Au nom de nos ancêtres, je ne crois pas que ça soit utile pour la CEDEAO aujourd'hui de faire ramener qu'on appelle l'AES. Parce que ici, l'AES n'est pas contre les chefs d'État africains. L'AES n'est pas contre qu'on appelle la CEDEAO dans son ensemble. L'AES est contre l'ingérence active de l'impérialisme au niveau de la CEDEAO, ce qui ne peut pas cesser. Parce que ça n'a pas de solution. Aujourd'hui, s'ils sont vraiment de bonne foi et qu'ils veulent garder, qu'on appelle ces trois pays pour ne pas quitter en janvier, c'est qu'ils doivent s'entendre et rejoindre une organisation panafricaniste avec de nouveaux textes et sans ingérence. Ceux qui ne sont pas capables, parce qu'ils n'ont pas de couilles, ils ne sont pas capables de se retirer de l'impérialisme. Ça leur plaît qu'on leur donne des ordres. Voilà. Il faut dire les choses tout de suite. Donc, aujourd'hui, nous ramener encore en arrière, nous n'en avons pas besoin. Maintenant, comme le disait le doyen patient Parfait Ndom, toute rupture brutale est fatale. Donc, il faut voir dans quelle mesure les peuples africains que nous sommes, du côté du Bénin, et qu'on appelle des 15 pays qui formaient, comment trouver une solution de façon amiable pour que l'AES et nous, qu'on appelle les peuples de la CEDEAO qui sont encore là, qui vont finir bientôt, parce que je suis sûr, pour qu'ils puissent vivre et cohabiter. Si ils sont capables de cohabiter avec l'Union européenne qui n'est pas en Afrique, s'ils sont capables de coopérer avec d'autres organisations internationales, je ne vois pas, s'ils veulent vraiment coopérer, pourquoi ne pas coopérer avec l'AES et vivre libre et indépendant, parce que les autres n'en veulent pas. Et nous-mêmes, en tant que peuple africain, panafricanistes engagés, nous ne voulons plus recevoir des ordres. Nous sommes fatigués de mourir dans la mer, nous sommes fatigués de mourir, qu'on appelle dans le désert, à cause de la faim, alors que nous sommes assis sur des mines d'or. Nous sommes fatigués. Et aujourd'hui, trop c'est trop, avec le bouleversement de la géopolitique internationale en défaveur de l'Occident collectif, je crois que c'est notre chance qu'il faut saisir et il ne faut plus faire qu'on appelle une bifurcation qui ne dit pas son nom. For You Television, an overview of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnons ce combat, Inch'Allah. Assalamu alaikum, M. Nguéné. Merci à vous, Monsieur Sidi, depuis le Bénin. Merci pour votre contribution. Le Standard reste ouvert. Vous le savez, l'émission est interactive. Un autre appelant au Standard. Bonsoir et bienvenue à vous.
bonsoir, monsieur Mbele. Je salue très respectueusement doyen Bapestom et monsieur André Kissel Fanga. Merci pour votre contribution. Alors, vous posez la question de savoir pourquoi les gens sont divisés au sein de la CEDEAO quant au retrait de l'AES. Écoutez, qu'ils soient divisés ou pas, peu importe. Peu importe, on ne se préoccupe pas de cette division ou multiplication, ça ne nous dit rien. Ce qu'on sait, c'est quoi? L'AES, on sait ce que c'est. La CEDEAO, on a déjà expérimenté la CEDEAO pendant plusieurs décennies et on sait ce que c'est que la CEDEAO. Ils n'ont qu'à laisser la CEDEAO évoluer et que l'AES fasse bande à part. Ouais. Alors, ceux qui veulent de la libération et qui veulent vraiment libérer les enfants d'Afrique, ils vont se mettre au travail et nous allons voir. Ceux qui veulent continuer à rester soumis, à toujours recevoir des ordres de Paris, des ordres qui sont suicidaires pour nous, enfants africains, ils vont continuer à recevoir des ordres et appliquer cet ordre. Cela dit, on peut s'entendre. On peut s'entendre, l'AES évolue, la CEDEAO évolue, il peut y avoir des coopérations, il peut y avoir des coopérations bilatérales entre États. On ne peut pas refuser ça. Mais qu'on veuille à tout prix que l'AES revienne au sein de la CEDEAO, non, ça, ce n'est pas la peine de vouloir mettre en mouvement un corps inanimé. Mais ça, c'est fini, ça. C'est fini. Et quand je ne veux pas rester quelque part, ce n'est pas quelqu'un qui va me donner un délai ou quoi, non. Je ne veux pas rester là, je ne veux pas... On a trop souffert avec la CEDEAO. La CEDEAO ne se montre pas comme une institution pour les Africains. C'est plutôt une institution française installée en Afrique. Hein? Et ces gens-là ne financent pas là où ils ne contrôlent pas. C'est parce qu'ils veulent vous contrôler qu'ils financent la CEDEAO. Et ceux qui sont à la tête de la CEDEAO, ils n'ont qu'à savoir que c'est eux qui sont nos parents. Et c'est eux qui sont normalement, eux qui doivent assurer notre sécurité. Mais ce qu'on a vu pendant tout le temps, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine de faire chose. La CEDEAO continue et l'AES continue. Voilà. Voilà. Merci à vous. Merci pour votre contribution. Au standard, d'autres appelants également se bousculent, toujours aux côtés de nos consultants permanents. Je les rappelle rapidement. André Kissel Fanga ou encore Patient Parfum d'Homme. Au standard, nous avons un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. C'est Maïga Boubacar. Bonsoir à vous, Maïga Boubacar. Alors, bonjour à l'équipe de For You Media, bonjour à Guinée, bonjour aux grands frères panélistes. Vraiment, on est content de vous revoir comme tous les jours. On est pressé que l'émission commence. Merci à vous. Longue vie à For You Media. Bon, mon intervention aujourd'hui porte sur d'abord la question tchadienne, le départ précipité, sans calendrier. Moi, je doute d'un départ sans calendrier. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de consentement mutuel. Oui, il faut un consentement mutuel. Si je pose dans mon raisonnement comme postulat, la France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Ça, c'est le premier postulat. Le deuxième postulat est que la France, en tant que telle, n'a jamais eu aucune considération pour l'Afrique en dehors du fait que l'Afrique est sa poule aux œufs d'or. Troisième postulat, le Français n'a jamais pris en compte la valeur humaine de l'Africain. De la traite négrière à nos jours. Si je pose cela comme postulat, il s'ensuit que ce départ précipité est très dangereux. Non, vous ne pouvez pas vous lever en train de partir. Vous étiez chez nous depuis 66 ans. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a parlé, vous allez vous lever, dire que vous allez partir. Vous vous asseyez avec nous. On fixe un calendrier. Nous mettons toutes nos commissions, nos agents de renseignement, nos experts militaires, nos partenaires et tout ce qu'il faut vous accompagner dans les lieux où vous résidez pour qu'ils suivent vos départs à l'aiguille près. Parce qu'il ne faut pas qu'après leur départ, l'épidémie démarre ou n'importe quoi démarre, n'importe quoi peut démarrer. Et le problème du Tchad, on va tous aller résoudre le problème du Tchad parce que ce sont des frères. Donc moi j'estime que le bas blesse, la négligence. Et les pas de ces...
les services de renseignement, la sécurité, les militaires et tout le monde participe à ce départ-là. Un pour eux, on regarde clairement bien les choses jusqu'à ce que vous partez et avec notre calendrier. Ça, c'est le premier élément de mon analyse. Donc, moi, j'ai peur de ce départ précipité-là. Franchement, dans toute analyse, moi, j'ai peur de ce départ précipité-là. Parce que ces gens sont capables de tout. Et ils n'ont pas d'amis. Celui qui pense qu'ils sont amicaux, il se trompe. Deuxième point. Le deuxième point, c'est la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO va ramener l'AES? Je pense que c'est de la peine perdue. L'AES est en pleine organisation, pleine structuration, et je ne pense pas que l'AES ait le temps d'écouter ces gens-là encore. Maintenant, ce qui est discutable, comment permettre les mêmes communautés frontalières, les mêmes communautés qui vivent ensemble, partageant la même langue, les mêmes territoires, les mêmes traditions, les mêmes us et coutumes, comment ils vont vivre ensemble? Moi, je pense que ça, c'est discutable. Mais revenir à la CEDEAO, ça, c'est hormis. Ça, on ne discute même pas. Ça, c'est dépassé. Merci à Forum Média, merci à toute l'équipe, merci à M. Nguéné, merci aux panélistes et merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous, Maïga Boubacar, pour votre contribution au standard. D'autres appelants également nous attendent de ce côté. Allons-y, on va les prendre. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous et bienvenue sur For You Media Africa. Salut For You Media, salut à tous les invités du For You Media. Monsieur Nguéné, permettez-moi de demander quelques questions à le doyen que je voulais demander, à savoir à propos des bases militaires de la Côte d'Ivoire. Si le doyen peut vous expliquer, c'est la Côte d'Ivoire qui a demandé le départ des bases militaires françaises, ou bien c'est l'armée française qui veut nous anarquer? Parce que je trouve que pour la Côte d'Ivoire, là, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Si le doyen peut nous expliquer, parce que la dernière parole revient à le doyen, si le doyen peut nous expliquer ça, ça va nous faire plaisir. Voilà. Mais pour la CEDEAO, M. Nguéné, nous prions Dieu que la mort totale même de la CEDEAO. La CEDEAO n'existe plus, comme disait le grand frère le pasteur Little King, pasteur Fanga. La CEDEAO, nous prions la mort même de la CEDEAO. Tout le prochaine étape là, c'est la CEMAC. Nous allons prier même la mort aussi de la CEMAC. Parce qu'ils ont fait, aux côtés de la CEMAC aussi, il faudrait que ça soit le même exemple comme la CEDEAO. La mort totale même de la CEMAC. Parce que je trouve que là-bas, au niveau de l'Afrique centrale, la jeunesse dort. Ils ont fait dormir même la conscience même de la jeunesse, de se réveiller même pour lutter là. Regarde au niveau du Sahel, la jeunesse bat, ils donnent la vie. D'autres meurent, d'autres s'enrôlent même au combat. Mais au niveau de l'Afrique centrale, si quelques jeunes ont un peu d'argent seulement, il y a l'argent de sa bière déjà. Ils ont fait dormir la conscience de tout le monde. Wallah billahi, réveillez-vous. L'heure n'est pas pour dormir, l'heure c'est au combat. Doyen, la dernière parole revient à toi. Il faut nous éclairer pour la Côte d'Ivoire. Et merci beaucoup et bonne émission. Merci à vous, merci pour votre contribution. On rappelle rapidement les thématiques de la soirée. Le processus de désengagement des soldats français du Tchad, de plus en plus effectif. Les premiers avions de chasse ont décollé ce mardi 10 décembre 2024 en direction de Nancy. On parle de 1000 soldats déployés jusqu'ici sur plusieurs emprises militaires du côté du Tchad. Et puis la deuxième thématique concerne justement ce sommet de la CEDEAO annoncé à Abuja le 15 décembre prochain. Allô, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonjour For You Africa. Donc, je vous appelle depuis le Sénégal. Je suis avec intérêt votre émission. Surtout le point que vous êtes en train de discuter là concernant le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. J'ai vraiment suivi vos invités qui sont très pertinents. Mais pour l'autre là, je ne sais pas son nom, mais je ne suis pas d'accord, je ne suis pas en phase avec lui, celui qui dit que la seule solution, c'est la mort de la CEDEAO. Je pense que nous, en tant qu'Africains, nous devons être matures, nous devons être responsables et agir de façon responsable. Pour ceux qui disent que est-ce que Bassirou Diomaye Faye essaye de forcer l'AES pour qu'il revienne dans la CEDEAO, je pense que c'est impossible. Diomaye Faye ne peut pas forcer les pays de l'AES à revenir dans la CEDEAO parce que c'est des pays souverains
qui sont libres de sortir de cet espace-là et de mettre en place une nouvelle confédération que nous pensons, que nous souhaitons son renforcement et son développement, parce que ça va donner encore, pour nous, les autres pays qui restent dans la CEDEAO, ça sera une autre perspective. Donc nous souhaitons la réussite au pays de l'AES. C'est ça notre souhait. Et on sait que l'AES est déjà une réalité qui est là, on n'y peut rien. Mais quand même, si le divorce est acté et que les pays de l'AES sortent de la CEDEAO, forcément, il faudra qu'il en aura des réaménagements, comme ce fut le cas de l'Union européenne et de l'Angleterre. Il faudra qu'il y ait des renégociations sur les relations entre les pays de la CEDEAO et le pays de l'AES afin de maintenir la circulation des biens et des personnes qui sont des acquis fondamentaux. Mais si, par exemple, certains disent que non, on ne doit pas parler avec la CEDEAO, on ne reconnaît pas la CEDEAO, on ne discute pas avec la CEDEAO doit mourir, je pense que c'est une posture irresponsable. Et ça va mener les peuples, ce ne sera que les peuples qui vont en pâtir. Il faudra que nos autorités agissent de manière responsable, qu'ils s'assoient autour de la table, qu'ils discutent de ces éléments fondamentaux-là qui concernent directement les peuples, notamment leur circulation et, de leurs personnes et de leurs biens, et que si en perspective, parce qu'on est d'accord, la CEDEAO est en quelque sorte sous l'influence de la France, mais comment? À travers ces dirigeants, à chaque fois que les dirigeants changent, le rapport de force peut changer. Moi, personnellement, en tant que Sénégalais, je pense que si les pays de l'AES revenaient dans la CEDEAO, ce serait une grande force pour nous permettre de mener les réformes à l'intérieur et de changer carrément la CEDEAO. Mais comme ils ont pris aussi leur chemin, on le respecte, mais il faut quand même qu'on en discute. Par exemple, pour le cas du Sénégal, la NINA n'a jamais été légale au Sénégal. Ce qui permettait à la population malienne de circuler librement, et la population malienne est chez eux au Sénégal parce que c'est le même peuple, il n'y a pas de différence. Ils n'ont jamais subi une quelconque mépris de la part de la population. Donc, si ils décident de ne plus utiliser le passeport de la CEDEAO qui leur permettait de circuler librement, donc il faudra que nos autorités discutent et trouvent de nouveaux ponts, de nouveaux chemins qui permettraient à maintenir ces acquis-là d'une manière responsable. Et nous, Sénégalais, on souhaite la réussite de l'AES pour qu'un jour, si la CEDEAO ne va plus, qu'on puisse sortir de cet espace-là et les rejoindre. Pour l'instant, ce que nous voyons de la part de nos compatriotes de l'AES, ce n'est que des injures. Rien d'autre, pas de propositions sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan des frontières. Qu'est-ce qu'ils nous proposent, nous qui sommes en dehors de l'AES, de manière concrète, qui puisse nous convaincre de laisser tous la CEDEAO et peut-être les acquis que nous avons pour venir les rejoindre. C'est ça le vrai débat, le débat de fond. C'est ce que nous devons, l'AES aujourd'hui a un défi, nous les regardons. Nous les regardons sur le plan monétaire surtout, parce que nous sommes entièrement contre le franc CFA, nous allons nous battre contre le franc CFA et nous œuvrons pour une monnaie commune ouest-africaine pour toutes les populations de l'ouest africaine. À défaut, sortir du franc CFA, et si l'AES nous propose une perspective beaucoup plus intéressante, pourquoi pas ne pas les rejoindre dans ce sens-là? Donc il y a beaucoup de canaux que nous pouvons ensemble travailler pour le bénéfice des populations. Je pense que nous devons maintenant arrêter cette posture de chien de faïence, d'injurier les gens, de dire que voilà, Diomaye Faye est l'envoyé de Macron. Tous nous, Sénégalais, nous savons que Macron ne peut jamais être... Nous avons combattu avec Diomaye Faye pendant 10 ans. Nous avons fait prison avec lui et Ousmane Sonko. Nous les connaissons. Nous savons qu'ils ont qu'une seule dette. Et cette dette-là, c'est envers le peuple sénégalais et aucune personne d'autre. Donc, qu'on se respecte d'abord et qu'on essaye quand même d'avancer au lieu de rester là comme de grands enfants à s'insulter, à s'injurier et à donner parfois même la France une importance qu'elle n'a plus. Si vous voyez le ministre des Affaires étrangères
en France lors de la commémoration de Thiaroye 44, c'est comme un petit enfant qui est derrière, honteux, qui est ignoré par tout le monde. Nous, la France, nous, en tout cas au Sénégal, la France est derrière nous. Hein. On n'a rien à envier aux Français et on s'en fout de Macron. Et c'est de la même manière qu'on s'en fout de tout le monde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal et l'Afrique. Comment faire pour réunir les fils de l'Afrique et relever les défis sécuritaires, avoir une armée commune, des frontières ouest-africaines communes, une monnaie commune, hein, et être autonome dans tous les niveaux. C'est là que nous devons travailler et éviter quand même d'insulter les uns et les autres. Je m'excuse. Merci. C'est nous qui vous disons merci et vous avez parfaitement raison puisque le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reconnu dans un premier temps la souveraineté du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso en prônant au passage un dialogue constructif entre la CEDEAO et l'AES. Merci à vous. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir à nouveau, Monsieur Nguéné. J'avais perdu la connexion, si bien que je n'étais pas allé au bout de mes idées. Alors donc, nous sommes en train de rejeter la CEDEAO parce que, quoi qu'on dise, elle ne peut pas vivre de façon indépendante. La CEDEAO ne peut pas vivre sans recevoir des ordres à exécuter de Paris. Or, regardez tous les pays d'Afrique noire francophone. Quel est ce pays-là qui a connu le développement? Laissons les temps anciens et prenons seulement la référence. Allô? Oui, allez-y. Allez-y, n'attendez pas un retour de... À partir de 1960. Et regardons tous les pays d'Afrique noire francophone. Lequel a connu le développement? Il n'y en a pas. Et donc la France, son rôle, ce n'est pas de faire en sorte que les pays d'Afrique francophone connaissent le développement. C'est elle qui entame toujours le développement de l'Afrique et donc de nos enfants, de nous-mêmes. Pourquoi nous devons demander que la CEDEAO soit là, toujours, à jouer ce rôle-là? Ça ne nous arrange pas. Normalement, voilà. Pour sortir. Bénin, Togo, Niger, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina, Tchad, Gabon, les deux Congo. Pour sortir, Cameroun, vous sortez par là. Afrique, on devrait constituer une unité et déclarer une guerre farouche contre la France, ne serait-ce que pour la discipliner. Parce que l'indiscipline de la France vis-à-vis de nos États africains, mais c'est bien trop. La France se montre indisciplinée, très indisciplinée vis-à-vis de nos États. Merci. Merci à vous. Merci pour votre contribution. Je pense que c'était... on va retenir l'essentiel, mais surtout donner la parole à ceux qui n'ont pas encore réagi. Merci. Zerfel, vous nous rejoignez à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir Nguéné, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous ceux qui sont, comment dirais-je, à la partie technique. Voyez-vous ce qui se passe, j'ai parlé d'abord du Tchad, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, comment dirais-je, les militaires français, ils sont en train de partir. Voyez-vous, parce qu'ils ont senti dans les trois pays la manière qu'ils ont quitté ces pays-là. Par la petite fenêtre là, c'est pourquoi ils sont en train de dire, ah, il est mieux d'aller que de sortir par une petite fenêtre où les gens vont nous humilier. C'est pourquoi présentement ils sont en train de s'apprêter, ils sont en train de ramasser les trucs doucement, doucement. Et quand le temps va venir, ils vont tout ramasser, ils vont partir sans aucun accident. Donc bon, moi je pense que c'est une bonne chose. Ils ont compris la leçon des Africains. Je sais qu'ils ont bien compris. Alors c'est pourquoi ils sont en train de ramasser les affaires. Et moi, je pense que je leur souhaite un bon vent, qu'ils retournent dans leur pays, parce que la France a beaucoup de places où ces militaires peuvent garder tout ce qu'ils ont envoyé en Afrique, tout ce matériel. Ils vont trouver des places où ils vont stocker ces choses-là, parce que nous, on n'a pas besoin de ça. Alors, si maintenant je quitte, je vais parler de la CEDEAO. La CEDEAO, aujourd'hui, quand je les vois, ils disent qu'ils sont divisés. Mais ce sont des plaisantins. Pourquoi ils sont divisés aujourd'hui? Ils mettaient l'embargo sur les trois pays-là. Ils n'étaient pas divisés. Ils étaient ensemble. Et ils faisaient n'importe quoi sur leurs propres frères. Maintenant, quand ils ont vu que la date arrive où les gars vont dire au revoir, c'est là, maintenant, ils savent qu'il y a certains qui pensent que, ah, on a fait une erreur ou on a fait telle chose. Non, vous n'avez pas fait d'erreur.
Parce que vous qui voulez rester sous la jupe des Français, restez là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui vous oblige. Hein. Je ne vais pas citer des pays ce soir, mais ces pays qui veulent rester là-bas, là, de ne pas faire des discours pour énerver les autres. Hein, faire des discours pour embellir, comment dire, vos supérieurs, disons, vos maîtres, pour qu'ils vous emploient comme des servants. Donc, restez là-bas. Ce n'est pas la peine de dire que non, on va parler, comme la date arrive, on va les faire venir. Vous pensez que ce sont des enfants? Non, c'est vous qui êtes des enfants. C'est vous qui n'avez pas compris jusqu'à aujourd'hui. Depuis que vous avez eu votre indépendance, entre guillemets, là, vous n'avez pas encore compris que le blanc, là, c'est-à-dire que le continent, là, il ne veut pas vous voir dedans. C'est lui qui va s'occuper de nos matières premières, là. C'est-à-dire que nos richesses, là, ce sont eux qui vont gérer ça. C'est ça qu'ils ont mis dans les têtes. Mais si les autres ont compris aujourd'hui, et puis vous autres, vous n'avez pas compris, c'est votre problème. C'est votre problème. Donc, n'embêtez pas les gens qui disent qu'eux, ils en ont marre, ils vont partir, et vous êtes derrière eux, là. Arrêtez d'embêter les gens. Parce que se faire ridiculiser, là, c'est-à-dire que vos citoyens, là, ils vont avoir honte pour ne rien. Parce que quand vous allez exagérer, nous autres, on va parler sur vous. Et ça sera chose comme une guerre qui n'aura pas ni tête ni queue, on va s'insulter pour ne rien. Donc, laissez les gens tranquilles dans leur mouvement, dans leurs décisions, pour qu'ils continuent ce qu'ils ont commencé. Parce que moi, pour terminer, je vais dire à ces trois pays-là, l'année prochaine, il faut qu'ils sortent leur monnaie. Parce que quand la monnaie va sortir demain, il n'y a pas quelqu'un qui a te dit, tu es dans 8 mois là, donc on va essayer de parler avec toi. Non. Sortez votre monnaie et ceux qui vont venir vers vous là-bas. Là. Parce que déjà, la superficie des trois pays, là, ça fait déjà trop. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous pouvez commercialiser entre vous et puis ceux qui vont ouvrir les portes pour vous, vous pouvez parler avec eux. Ceux qui veulent parler avec vous, vous parlez. Ce n'est pas interdit. Quitter dans une association pour faire une association, là, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas s'attendre. C'est pourquoi moi, je me suis retiré de l'association. Donc, ce n'est pas une histoire de rancune. Tout simplement, chacun est libre de ses mouvements. C'est tout simplement que je voulais dire ce soir. Je dis merci. Et puis, je salue vos invités d'abord. Je n'ai pas salué au début. Et puis, vous-même, le journaliste, et mes frères qui sont à la partie technique, je vous dis merci. Merci à vous, Zerfel. On va prendre le dernier, ou du moins les deux derniers téléspectateurs avant de revenir conclure l'émission, toujours aux côtés des consultants permanents de cette émission du Point sur l'actualité. Allô, bonsoir et bienvenue. D'accord. Bonsoir, monsieur Nguéné. Bonsoir, monsieur André Fanga. Je salue le doyen, monsieur Parfendop. Je salue aussi la technique par rapport à tous les événements qui se passent actuellement. Je vous félicite, soyez tous bénis. Et en dehors de ça, je voulais vraiment revenir à l'essentiel de l'actualité. Premièrement, je voulais en même temps attaquer la France par rapport à son départ. Et c'est un départ précipité. Donc, compte tenu du départ précipité de la France du territoire tchadien, je voulais vite interdire les autorités tchadiennes à plus de vigilance. Ça, j'ai l'impression n'est pas tout. S'ils ont des avions de chasse, ils n'ont pas pu utiliser le pays. Et aujourd'hui, ils sont en train de ramasser vite tout cela pour partir. Cela veut dire qu'il y a un piège qui est tendu. Donc, nous interpellons vite le président tchadien à pouvoir vraiment resserrer encore la ceinture pour éviter la chute de son pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'alors, il n'y a pas eu encore ce que nous voyons, les preuves de la mort de son papa. Jusqu'alors, c'est quelque chose qui est tendu. Vous voyez? Donc, la France ne voulant pas tout cela, c'est pour ça qu'ils ont le départ. Donc, j'interpelle vite les autorités à plus de vigilance. Et en dehors de ça, je voulais revenir sur le cas de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons le 15 décembre, le sommet de la CEDEAO. Et voilà que nous voyons qu'il y a un débatteur, et le président sénégalais, qui est là en tant que médiateur et qui est en train de jouer un rôle disant que nous voulons attirer les pays de l'AES vers la CEDEAO.
Or, d'abord, c'est un échec depuis le début de la création. Et d'abord, je voulais féliciter le président de l'AES à plus de vie, parce qu'en tout cela, disons que la guerre qui a été déposée par la CEDEAO pour pouvoir attaquer le Niger n'a pas été déposée. Et il fait toujours avec chaos. Parce que il y a toujours là-bas qui va nous parler de choses. Au niveau de M. Traoré avait parlé lors d'une conférence où il avait parlé il y avait des valeurs locaux au niveau de la du Ghana, dans un hôtel, au niveau du Nigeria, à Abuja. Tout ça là, c'est pour déstabiliser l'AES. Tout ça là, n'oubliez pas, c'est dans les pays de la CEDEAO que tout cela se prépare. Tout cela est en train de se mener. Et il n'y a pas un contre de ces pays. Sachez qu'il y a toujours un chaos qui est en train de se préparer avec les terroristes. Donc, comme j'ai à dire, seulement qu'on resserre encore au niveau des frontières. Parce que les terroristes ne finiront jamais. Et je suis sûr qu'avec tous les armements que nous avons aujourd'hui, nous allons les mettre à terre. Donc, c'est ma petite contribution pour cette soirée. Merci beaucoup. Une bonne soirée. Merci à vous pour votre contribution. Je pense qu'on va prendre un dernier appelant, vraiment un dernier à qui nous allons accorder 2 minutes de temps de parole. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Difficile de l'avoir. Je pense qu'on va revenir conclure l'émission. À nos côtés, messieurs, vous avez suivi les réactions de certains téléspectateurs. Pas toujours unanimes avec vos positions, entre autres. André Kistel Fanga, que répondez-vous, ou du moins que répondre à un intervenant depuis le Sénégal qui pense qu'aujourd'hui, on peut ne pas prôner une approche directe comme vous, mais plutôt changer les choses de l'intérieur, André Kistel Fanga. Pour qu'on change les choses de l'intérieur, il faut chasser tous ces dictateurs qui sont à la tête des pays qui sont encore membres de la CEDEAO. Il faut chasser Ouattara, il faut chasser Talon, il faut chasser Yassimbe. Bon, Nana Akufo-Addo est parti. Il faut chasser tous ces barons-là, celui du Nigeria. Il faut les chasser tous. Sinon, ça ne sert à rien de discuter avec la CEDEAO. Ça ne sert à rien de s'organiser pour dire qu'on peut revenir encore dans la CEDEAO. Non, ça ne servira à rien, absolument à rien du tout. Je pense qu'aujourd'hui, il faut simplement penser. Et je pense qu'on évolue. Est-ce que la sous-région, elle est prête aujourd'hui à faire avec ces deux organisations? Bien sûr. Bien qu'elle ait des visées antagonistes, ou du moins des idéologies différentes au regard de ce que vous mettez sur la table, les chefs d'État de la CEDEAO d'un côté, ceux de l'AES de l'autre. Je pense qu'il faut comprendre une chose, c'est que la volonté des peuples va finir par dominer. Et la volonté des peuples, c'est de voir l'AES devenir, n'est-ce pas, cette entité qui régit justement peut-être l'Afrique de l'Ouest, et peut-être d'autres pays de l'Afrique centrale et j'en passe. Parce que beaucoup des autres pays peuvent devenir membres de l'AES. Et moi, je pense que c'est... Beaucoup d'autres pays peuvent devenir membres de l'AES. Vous avez également suivi certains qui estiment, du moins qui pensent, qui restent en attente de ce que l'AES va leur proposer. Mais je pense qu'aujourd'hui, et je pense que c'est l'accélération, n'est-ce pas, des projets intégrateurs ou bien la visibilité que l'AES va donner davantage, n'est-ce pas, aux autres pays pour dire que, OK, on peut faire ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont adhérer à la charte du Liftako Gourmand en disant, OK, par exemple, nous avons un problème actuellement au niveau de l'Afrique. Par exemple, le problème de monnaie, surtout ceux qui sont en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Le problème du franc CFA, de la monnaie. Il faut trouver une solution par rapport à ça. Si l'AES trouve une opportunité de créer une monnaie, n'est-ce pas, qui va justement donner les opportunités à certains pays d'utiliser cette monnaie-là, je pense que c'est un gros avantage, n'est-ce pas, pour révolutionnaire même. Parce que vous savez que c'est l'un des goulots d'étranglement de notre Afrique, de l'Afrique
francophones alliés à la France. Oui. Donc ça, c'est un problème à résoudre le plus urgemment possible. Je pense qu'il y a aussi des éléments qui doivent être mis en place, n'est-ce pas? C'est-à-dire la coordination, par exemple, de ces 3 pays-là. Comment faire pour que tout ne se passe plus pour sortir des pays. Comme si on était des entités séparées. Nous sommes dans une alliance, mais le fonctionnement encore comme des entités séparées. Donc il faut véritablement qu'il y ait une jonction de force, une jonction, n'est-ce pas, de politique, une jonction donc quitter de la confédération à une fédération. À une fédération, ce serait déjà une avancée significative. Qui serait une très grande avancée. Donc il y a plein de choses qui doivent être faites, que l'AES doit montrer comme exemple pour que ça aille vite. Parce que nous sommes là dans la logique d'aller plus vite, parce que les choses sont en train de courir. Le monde n'est pas statique. Le monde est en train de véritablement changer. Et ça, il faut que nous nous adaptons au rythme, n'est-ce pas, de ce que le monde est en train de nous proposer aujourd'hui. Donc véritablement, et nous-mêmes, nous devons nous adapter aux changements mondiaux qui sont en train de s'opérer. Merci à vous. Et parlant de changements mondiaux, patient par fin d'homme, vous revenez en permanence sur les événements de la Syrie parce que vous dites qu'on a distrait tout le monde pour chasser Bachar al-Assad. Mais là, quand on écoute certains téléspectateurs qui nous disent que le Sénégal, par exemple, est prêt à intégrer l'AES, mais attend de voir ce que l'AES va proposer. Que vous inspire justement cette démarche? Je prends avec beaucoup de... j'allais dire que je prends pour moi tout le développement, l'analyse de notre ami qui a intervenu depuis le Sénégal. Et il a dit des choses qui vont dans le sens de ce que j'ai l'habitude de vous dire. Mais l'Afrique n'a pas besoin de division, en réalité. Nous sommes obligés d'encourager l'AES parce qu'elle a posé les jalons d'une souveraineté authentique africaine qui a failli devenir un véritable cauchemar parce que combattu par les hommes riches de l'Occident sur notre continent. Mais il faut toujours qu'on se mette dans la perspective de demain. Et demain risque peut ne pas être aujourd'hui. On voit qu'il y a des changements. Quand il y a des changements à la tête des États, il peut y avoir des changements de diplomatie et de vision et d'orientation et d'horizon pour ces États-là. Donc, rien n'est définitif là-dessus. Donc, par rapport à cela, je suis tout à fait d'accord avec ces gens-là qu'il faut que l'AES accélère le mouvement pour qu'elle joue son rôle d'attraction vis-à-vis d'autres États qui hésitent encore. Et c'est très important. Et elle ne va pas le faire en restant dans la configuration actuelle. De toute façon, c'est ce que moi je pense. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui m'a interpellé, un de nos téléspectateurs. Je tiens à lui dire, ce qui se passe avec le retrait de l'armée française en Afrique n'est pas du tout quelque chose qui est la volonté de nos dirigeants. Les gens qui continuent à le dire ne voient pas, ne disent pas très bien la géopolitique internationale mondiale. Donc, M. Ouattara n'a été en rien dans le processus de ce qu'ils ont... Du désengagement des soldats français, la rétrocession. Puisqu'en Côte d'Ivoire, on parle de rétrocession et pas de... Du 43e BIMA et d'autres bases militaires françaises. À l'armée ivoirienne. Non, c'est la France qui ne peut plus, parce que les enjeux sont ailleurs, l'intérêt est ailleurs, elle est obligée de partir du continent africain. Elle a perdu l'AES, qui était comme la pompe à soupe qui permettait, n'est-ce pas, d'entretenir ces bases-là. Et surtout que d'autres acteurs sont rentrés, ont pris pied sur le sol africain. Ça va être extrêmement compliqué pour l'armée française d'inverser le cours des choses dans cet espace-là. Donc la France retire ses billes. Pour sortir doyen, en 30 secondes. Oui, en Europe, mais surtout se lance dans une probabilité d'une guerre contre la Russie au niveau de l'Ukraine. Donc, une fois de plus, l'Afrique a besoin d'unité. Et je remercie beaucoup notre ami du Sénégal qui a bien décliné cette pensée-là. Il faut qu'on aille dans le sens de l'unité. Et pour cela, l'AES, comme la CEDEAO, doivent vraiment trouver des solutions, des moyens pour que chaque entité évoluant de manière indépendante, mais que des passerelles, des liens, des ponts suffisamment solides puissent être constitués pour préparer justement une rencontre demain, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une nouvelle jonction de demain où nous aurons une véritable entité qui ne dépend pas de l'extérieur, mais surtout qui protège les intérêts du peuple africain et surtout de l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous. La principale information de la soirée, si vous nous rejoignez à l'instant, le désengagement des soldats français du Tchad. Les premiers avions de chasse ont donc décollé ce mardi depuis la base française de N'Djamena pour Nancy. Nous avons également évoqué tout au long de cette émission du point sur l'actualité, le prochain sommet
sommet de la CEDEAO, la 65e session ordinaire des chefs d'État de l'organisation en question qui se réuniront, ces chefs d'État-là, le 15 décembre prochain à Abuja. Le retrait de l'AES sera donc abordé. Et puis, une autre information qui nous parvient à l'instant, les États-Unis qui ont accordé à l'Ukraine un autre prêt de 20 milliards de dollars dont le remboursement sera assuré sur les revenus des avoirs russes gelés, selon les déclarations faites justement par le ministère américain des Finances. C'était juste pour sortir de l'émission. Merci à vous, DP. Merci à vous, patients parfaits d'hommes. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. N'oubliez pas, demain c'est mercredi. Dès le matin, nous reviendrons largement sur ce retrait des soldats français du Tchad aux côtés de Siké Doumbé. Vous aurez le champ libre. Vous pourrez appeler comme vous le voulez puisque c'est le mercredi des téléspectateurs. Portez-vous bien.